Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler sport mécanique à 4 roues. On a fini avec les 2 roues et on passe à la F2 Grand Prix de Hongrie de F2, c'était la 3e manche du championnat du monde. On avait les courses numéro 5 et numéro 6, c'est-à-dire qu'on commence déjà à avoir bien entamé le championnat. Du côté des Formule 2, voilà, maintenant même les jeunes pilotes, les rookies commencent à avoir de l'expérience avec cette monoplace. Et donc on va faire un résumé un petit peu de ces 2 courses, parler de ce qui s'est passé. On a eu des pneus qui se sont complètement détruits. Merci Pirelli encore une fois de faire des pneus de qualité, que ce soit en F1, en F2, en F3. Les pneus sont absolument catastrophiques. Mais bon, Pirelli, c'est pas comme s'il faisait ça depuis la nuit des temps. On se souvient de la période avec Benetton déjà en Formule 1, ou encore de la période avec Subaru en WRC, où les Subaru avaient rarement des pneus exceptionnels. Donc on va revenir sur toutes ces courses dans des conditions qui ont été difficiles, avec pas mal de pluie quand même si les pilotes F2 ont plutôt été épargnés le dimanche par exemple, mais également le samedi, où les conditions étaient plutôt pas trop mauvaises, contrairement aux pilotes de F3 qui ont eu une qualification assez tardive et c'était un peu plus difficile pour eux. Même si Callum Elliott, ils ont fait la qualif sous la pluie, il faut le rappeler, avec un énorme Callum Elliott en qualification. Pourquoi je parle de Callum Elliott maintenant? Parce que j'en parlerai plus dans la suite de la vidéo. Week-end qui n'a pas été forcément exceptionnel pour le pilote britannique, mais de toute manière, on commence tout de suite par le français. Week-end mi-figue, mi-raisin pour Giuliano Alesi. C'est pas un mauvais week-end, mais c'est pas un week-end exceptionnel pour le pilote français et surtout c'est pas suffisant pour pouvoir accéder à la Formule 1 l'année prochaine ou dans 2 ans ou d'autres ans. Satisfaction quand même pour Giuliano Alesi sur ce week-end, c'est qu'il est devant Markelov pendant tout le week-end. C'est-à-dire qu'il a été devant Markelov en qualification. Ce qui n'est pas si facile que ça, parce que Markelov reste quand même un pilote d'expérience. Dans des qualifications sous la pluie, c'était pas si évident. Il est devant Markelov en course 1, et il abandonne en plus Markelov. Il est devant Markelov en course 2. Malgré tout, c'est un week-end où il ne marque qu'un point, les points en course 2. Il échoue à rien en course 1, à rien, c'est-à-dire qu'il échoue à rien si on regarde les résultats, mais en termes de temps en secondes, il était quand même à 10 secondes des points. Il est un petit peu dans un no man's land, c'est-à-dire qu'il n'était pas avec les tout bons pilotes, il n'était pas non plus avec les mauvais, il était dans un entre-deux, et il échoue d'une place pour être en pole position le lendemain. Donc il échoue à la pire des places en course 1 avec la 11e place. Après, bon, de toute manière, le rythme, il lui en manquait un peu, quoi. Giuliano Alesi était à 1 seconde 8 en qualif. Il était quand même à 1 seconde, par exemple, d'un Mick Schumacher qui était 5e. Donc tu vois, il est toujours un ton en dessous des top leaders. C'est-à-dire qu'il lui en manquait un petit peu. Voilà, ce qui est dommage pour Giuliano Alesi, mais il n'a pas de chance en plus cette année parce que vous avez Mick Schumacher qui a amélioré son niveau, vous avez Marcus Armstrong qui est capable de faire des coups d'éclat et vous avez Robert Schwartzman qui est excellent. Donc c'est vrai que quand vous faites partie de la Ferrari Driver Academy, c'est quand même pas hyper facile pour un mec comme Giuliano Alesi quand vous avez ces monstres qui sont devant vous. Et j'ai oublié Callum Elliott aussi. Donc il fait un peu 5e roue du carrosse en ce moment, Giuliano Alesi, et tu te dis... pourquoi il est resté chez Ferrari alors qu'il aurait pu rejoindre l'Académie Sauber par exemple, ce qui aurait été un peu plus facile. Et puis pourquoi il est resté en Formule 2 pour moi, parce que il est plus si jeune que ça, Giuliano Alesi, et que pour l'instant j'attends toujours de voir son talent à Giuliano Alesi, parce que ça soit en F4 française, que ça soit en GP3, je n'ai jamais vu un énorme pilote. Je sais pas ce que Ferrari lui trouve, très clairement, pour qu'il reste dans l'Académie Ferrari, parce que c'est son nom, certainement, qui lui permet de rester dans l'Académie Ferrari, mais quand tu vois ce qui arrive en plus derrière, avec Enzo Fittipaldi qui a l'air d'être pas mauvais, tu te dis qu'Alesi n'a aucune chance d'accéder à la Formule 1 aujourd'hui. Il n'a vraiment aucune chance. Et je me demande pourquoi il n'est pas en endurance, pourquoi il n'est pas en grand tourisme. Pourquoi il continue aujourd'hui à vouloir rester en monoplace alors que je pense qu'il gagnerait mieux sa vie dans d'autres catégories. Ça, c'est un peu une question.
Mais du côté d'Alési, donc week-end, mi-figue, mi-raisin. On rappelle, 10e en qualif, 11e course 1, 10e course 2. Donc simplement un point sur tout le week-end. On passe tout de suite au pilote au top. Si vous avez compris ce que j'ai dit avant avec Jean Alési, vous allez voir que les pilotes top, il y en a quand même quelques-uns qui font partie de la Ferrari Driver Academy. On commence avec le leader du championnat qui a augmenté son avance malgré une qualification difficile, c'est Robert Schwartzman. Robert Schwartzman, il a eu du mal en qualification, simplement 11e, derrière Giuliano Alesi à quasiment 2 secondes de Callum Elliott. C'était pas top pour le pilote russe. Par contre, course 1, il a eu un petit peu de chat, comme dirait Benoît Paire, c'est-à-dire qu'il a choisi les bons pneus et surtout il a choisi donc des pneus médiums qui je pense étaient un peu plus simples d'utilisation que les pneus soft, mais malgré tout c'est le pilote qui a le mieux géré ses pneus de toute la première manche. Il s'est arrêté assez tardivement sur cette première course F2 parce qu'il s'arrête au tour numéro 27, je l'ai noté, Schwartzman, c'est-à-dire à 10 tours de l'arrivée. Et c'est le seul qui a réussi à tenir ses gommes médium, mais également ses softs. Tous les pilotes qui sont partis en soft ont une dégradation des pneus assez importante, et surtout ils ont fracassé les médiums. C'est-à-dire que ça soit Giotto, Drugovich il était parti avec une autre stratégie, Callum Elliott par exemple, Louis Deletra, ils sont partis avec des softs, ils se sont arrêtés extrêmement tôt, ils se sont arrêtés au bout de entre 8 et 10 tours, et ensuite les pneus médiums n'avaient aucune résistance, ils se sont écroulés. Et Schwartzman pendant ce temps-là, lui qui savait que son objectif c'est de garder ses pneus médiums le plus longtemps possible, vu qu'il était parti avec, eh bien il les a managés d'une propreté avec ses pneus, d'une intelligence de course qui est formidable. Et en course 2, il a profité d'un circuit qui était assez gras en termes des conditions climatiques pour remonter au fur et à mesure de la course. Voilà, il a dépassé des pilotes comme Daruvala, Deletra, Mazepin, et il finit 4e avec une belle bagarre avec Nikita Mazepin. Et là encore, on retrouve toute la panoplie de Robert Schwartzman, la panoplie qu'il nous avait montré l'année dernière en Formule 3, c'est-à-dire que c'est un pilote qui est capable de gérer une course en termes de stratégie en étant très très doux sur les pneus. C'est un pilote qui est capable d'attaquer quand il faut attaquer en prenant des risques, mais sans trop en prendre non plus. Comme là il nous l'a montré sur la course 2, c'est un pilote qui est quand même capable d'être performant sur des terrains un peu gras, un peu difficiles, même s'il s'est raté en qualification sous la pluie. Enfin, c'est un pilote qui a une étendue en termes de capacité qui est assez fabuleuse, et moi je me dis qu'il est totalement prêt l'année prochaine pour aller chez Sauber. Et quand on voit le niveau de Giovinazzi, quand on voit le niveau de Raikkonen, à leur place moi j'aurais peur, parce que Schwartzman, là on est sur de la future pépite avec Robert Schwartzman, et on est sur un profil très clairement de potentiel champion du monde. Potentiel, parce que pour être champion du monde en Formule 1, il faut que toutes les planètes soient réunies. Il faut avoir la bonne voiture, il faut avoir un équipier qui soit quand même suffisamment bon. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place bout à bout pour être champion du monde. Mais il a totalement le profil pour un champion du monde parce que il est intelligent, il est rapide et il sait gérer ses pneus. Et il est fiable. Il fait très peu d'accidents. C'est 4 qualités qui sont prépondérantes pour accéder à la Formule 1. On continue avec un deuxième pilote de la Ferrari Driver Academy, c'est Mick Schumacher. Mick Schumacher, bon week-end de Mick Schumacher sur un circuit qu'il apprécie. On rappelle que l'année dernière, c'était sa seule victoire de la saison en course 2 du côté du Hungaroring. Donc c'est une piste qu'il apprécie, une piste technique qui lui rappelle peut-être le karting. C'est vrai que c'était un très bon pilote de karting, Mick Schumacher. Il a été bon parce que régulier pendant tout le week-end. 5e en qualification, 3e en course 1, c'est le pilote qui s'en est le mieux sorti de tous les pilotes qui étaient partis avec des pneus médiums. C'est le seul pilote qui est dans le top 5 en ayant pris des médiums, ce qu'il faut souligner. Peut-être avec Giotto, qui était aussi parti avec les softs, J'ai dit médium alors qu'ils étaient partis avec les softs et qui ont fini avec les médiums, c'est les pilotes qui s'en sont le mieux sortis. Puis en course 2, il a montré son rythme derrière Callum Elliott, voilà, il a montré tout son potentiel en course 2 avec un très bon rythme de course.
très satisfaisant ce week-end de Mick Schumacher. C'est dommage que ça soit pas plus régulier, plus récurrent pour Mick Schumacher, qui a pris donc quasiment autant de points que Robert Schwartzman sur tout le week-end. Et encore une fois, il a montré qu'il pouvait être fiable, il a montré qu'il pouvait être intelligent. Mais pour moi, encore une fois, Mick Schumacher, c'est un ton en dessous de Robert Schwartzman, c'est même un ton en dessous de Callum Elliott. Je trouve en termes de rythme pur, je trouve que Callum Elliott, il est ultra rapide. Ce qui lui manque encore un petit peu à Callum Elliott, c'est de l'intelligence de course. Mais je pense que c'est parce qu'il manque encore un petit peu d'expérience, Callum Elliott. Schwartzman, il a plus d'expérience au haut niveau que Callum Elliott. Je trouve, même si Callum Elliott est un peu plus vieux. Et Schwartzman a une maturité à son âge qui est assez surprenante. Du côté de Mick Schumacher, week-end, donc 3, 5, c'est ça, 3 et 3, pardon. 2 podiums sur le week-end, ça fait 30 points. C'est totalement satisfaisant pour un pilote comme lui, qui remonte à la 4e place du championnat. Et c'est hyper important cette 4e place du championnat, parce que pour la super licence, ça vous permet d'avoir les points suffisants pour pouvoir accéder à la F1 l'année prochaine. Donc c'est important d'être 4e pour Mick Schumacher, parce que l'année dernière, il n'avait pas chopé de points, vu qu'il était au-delà du top 10. Donc s'il veut une place chez Sauber l'année prochaine, en remplacement pourquoi pas de Kimi Räikkönen, avec comme coéquipier Robert Schwartzman, il faut qu'il perdure dans ce top 4 et surtout qu'il reste devant, qu'il essaye de remonter sur Callum Elliott, même s'il y a encore pas mal de points d'écart entre les deux pilotes au championnat. On finit avec un Russe, encore 3e de ce classement que j'ai critiqué la semaine d'avant, donc c'est pour ça que j'ai décidé de le réhabiliter un petit peu. Nikita Mazepin, le pilote high-tech Grand Prix. Eh bien, très bon week-end pour Nikita Mazepin, qui pourtant n'était pas bien en qualification, mais qui a profité des soucis de pneus de ses adversaires, parce qu'il partait simplement 6e sur la grille. Mais il a fait comme Schwartzman, comme Daruvala, comme Drugovich, il est parti avec les médiums, et il les a tenus très 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 longtemps, les médiums, parce qu'il les a tenus, jusqu'au 27e ou 26e tour. Quasiment aussi. Je crois qu'il s'arrêtait un tour avant Schwartzman. Et puis il a eu un très très gros rythme. Ensuite, il a fait des très beaux dépassements. Schwartzman, on a retrouvé Mazepin, j'ai dit Schwartzman, Mazepin, il a fait des très beaux dépassements Mazepin. On a retrouvé un petit peu le Mazepin qu'on avait vu en GP3, qu'on avait perdu l'année dernière en F2. C'est-à-dire que Mazepin, l'année dernière en F2, il était l'ombre de lui-même. Et là, il a été vraiment plus percutant, plus intéressant. Alors c'est un pilote qui prend pas mal de risques sur ses dépassements, mais quand ça passe, c'est excellent. En course 2, il a géré un petit peu, il se sentait qu'il était quand même moins rapide que les hommes devant, mais il a eu une belle bagarre avec Robert Schwartzman, viril mais correct, et au final, il prend la 5e place, il remonte un peu au classement, il permet également à Hightech Grand Prix de faire une belle remontée au classement par équipe. Donc voilà, une belle satisfaction pour Mazepin, qui s'est montré un petit peu sous un meilleur jour. Pour les pilotes dont on va parler maintenant, eux, le meilleur jour, c'était pas vraiment ça. On commence avec Marcus Armstrong. Week-end noir pour Marcus Armstrong, 0 points marqués. Ça a été un week-end de toute manière catastrophique pour ART, surtout ce week-end-là. Pourtant, une bonne qualification, sa meilleure qualification de l'année avec une 7e place, juste à côté de Christian Lundgaard. Et puis après, en course, c'est allé de mal en pis, avec un double abandon en course 1, où les deux se sont énormément gênés, Armstrong et Lundgaard. Et puis, quand vous abandonnez en course 1, forcément, vous partez très très loin en course 2. Alors même si il est bien mieux remonté que Lundgaard, ça n'a pas suffi. Il finit 9e à la porte des points, juste derrière Xu, à 2 secondes de Xu. C'est là où c'est frustrant pour Armstrong. Et au championnat, pour le pilote néo-zélandais, pour le moment, il n'est pas verni du tout. Il se retrouve 6e du classement. C'est un pilote qui nous a montré qu'il était rapide. Maintenant, on aimerait un peu plus de constance chez Armstrong. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas et c'est décevant. Et c'est vrai que ce double abandon avec son coéquipier Lundgaard, ça fait un petit peu mauvais genre quand même pour le pilote néo-zélandais. On continue et assez vite avec Nissany,
le pilote israélien qui, comment dire, a été un petit peu kamikaze pendant tout le week-end. Il nous a fait une magnifique manœuvre sur son coéquipier Marino Sato, qui pour moi est à deux doigts de l'attaque un petit peu kamikaze, c'est-à-dire qu'il a freiné à un endroit où il fallait pas freiner, au virage 1. Regardez, et il a défoncé son équipier. Et puis derrière, en course, on peut pas dire qu'il a été hyper performant. Bon, ça fait partie de ces pilotes payants, quoi, Roy Nissany. Et son père, pour ceux qui ne connaissent pas, son père a été l'un des plus anciens pilotes à rouler dans une Formule 1 de l'ère moderne. Il a roulé dans une Minardi en essai libre Hungaroring. Il avait roulé, je crois, à 12 secondes du temps du 19e. Enfin, c'est un truc qui était impressionnant, l'écart qu'il avait avec le pilote devant lui. Mais il voulait être le premier Israélien qui pilotait une Formule 1. Il avait réussi son rêve. Son fils tente de perpétuer la tradition. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ça soit une réussite. Et puis on finit avec Matsushita, parce que qu'est-ce que serait un débrief F2 sans Matsushita dans les flops. Encore un week-end catastrophique pour lui. 12e, derrière en plus son équipier Drugovich en course 1, derrière Drugovich je crois également en qualification, oui, et derrière Drugovich en course 2 je crois également, non, devant Drugovich en course 2. C'était quasiment un miracle. Du côté de Matsushita, pilote d'expérience mais qui ne nous le fait pas voir. Pilote qui fait beaucoup trop d'erreurs aujourd'hui pour être un minimum performant, et c'est vrai qu'actuellement je me demande un petit peu ce qu'il fout là. Le pilote japonais il pourrait être en Super Formula, je pense gagner beaucoup plus d'argent en Super Formula. Il continue en Formule 2, il sait qu'il a aucune chance parce que MP Motorsport c'est pas vraiment la meilleure équipe du monde. Et je me demande encore une fois pourquoi MP Motorsport a recruté Matsushita. Parce que Drugovich, il paye son baquet, ça c'est clair et net. Matsushita, je suis même pas sûr qu'il apporte dessous, donc je sais pas pourquoi ils l'ont recruté. Parce que c'est pas forcément le meilleur pilote du monde, et je pense que s'il voulait un pilote gratuit, il y avait peut-être un Dorian Boccolacci par exemple qui était disponible. Ou même Jack Aitken est un peu meilleur. Ou même Giotto c'était mieux que ça, parce que Giotto il est capable de gagner des courses, alors que Matsushita, je pense que ça fait depuis bien longtemps qu'il est plus capable de gagner grand chose. On passe tout de suite au bilan, au classement pilote et constructeur. Classement pilote, vous l'avez à l'écran. Robert Schwartzmann en tête assez largement. On a rarement vu un écart comme ça au bout de 6 courses en Formule 2. Avec 18 points d'avance sur Callum Elliott, si je ne fais pas de bêtises. Callum Elliott 63 points, qui lui a 20 points d'avance sur Christian Lundgaard. On retrouve ensuite 4 points derrière Mick Schumacher, donc qui est déjà quand même à 42 points de Robert Schwartzmann. On retrouve 5e Dine Taktum, 38 points, Marcus Armstrong 6, Drugovich, Zhou, qui est très loin. Pour un des favoris du championnat, pour l'instant, ça se passe quand même pas très bien pour le Chinois. On retrouve ensuite Deletra, Luca Giotto, Giuliano Alesi et 14e, avec un compteur qui reste bloqué avec 8 points. On retrouve ensuite le classement constructeur, avec Prema largement devant pour le moment, avec 26 points d'avance sur Univers Tozzi. On retrouve ensuite ART, 0 pointé, qui fait extrêmement mal à l'équipe française, puis Hightech, Dams, qui a aussi connu un week-end difficile, alors que pourtant le circuit du Hungaroring est un petit peu son circuit fétiche. Ensuite MP Motorsport, Carlin, Charouz, BWT-HWA, Racelab, Campos Racing et Trident, qui est pour l'instant dernière équipe avec simplement un petit point. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et nous on se retrouve dans 2 semaines pour débriefer la prochaine course de Formule 2 qui sera pendant le Grand Prix de Grande-Bretagne du côté de Silverstone. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.